Démarrons ce bulletin d'information avec la direction du commerce qui exige le retrait des bonbons de la débauche sur le marché. Écoutons à ce propos les explications du directeur du commerce, Oumar Diallo, interrogé par Chérif Dia. Clair que du point de vue réglementaire, ce produit doit faire l'objet d'une autorisation de mise à la consommation sur le marché. Cela veut dire quoi? Qu'il aurait ou qu'il a satisfait pratiquement à la procédure d'échantillonnage. Dès l'instant qu'il est entré sur le territoire national, nous avons le devoir et la nécessité de contrôler sa conformité. Et aujourd'hui, du point de vue même de la protection que nous devons assurer par rapport à la sécurité et à la santé du consommateur sénégalais, il est clair que cette sécurité-là sanitaire ne s'analyse pas uniquement du point de vue de la santé physique, mais il y a aussi la santé mentale, la santé psychologique et tout l'environnement qui va avec. Parce que ce message-là que véhicule ce jouet, qui contient un produit alimentaire, il n'est pas conforme à nos valeurs, il n'est pas conforme à nos normes. Nous avons décidé de le retirer du marché parce que le consommateur, dans la consommation, dans l'achat et l'utilisation d'un produit, ce produit-là ne doit pas semer le doute dans l'esprit du consommateur. Et dès l'instant qu'il y a un doute pour le consommateur et dès l'instant qu'il y a une mauvaise information pour le consommateur, il est clair que notre devoir était de retirer purement ce produit du marché. C'est tout le sens de cette circulaire. J'ai demandé à mes équipes, aussi bien à Dakar que dans les 13 autres régions du Sénégal, de mener immédiatement des enquêtes sur le marché et au besoin de retirer tous ces produits qui sont dans le marché et de procéder à la saisie. Maintenant, l'autre étape, c'est de remonter jusqu'à l'importateur pour vérifier si les conditions de mise à la consommation de ce produit sur le marché sont conformes à la réglementation, oui ou non. Dans tous les cas, ce produit sera retiré du marché. La sexualité, un sujet tabou dans notre société avec des enfants désormais exposés et il urge pour les parents de rester vigilants, d'où l'alerte lancée par ce pédopsychiatre Lamine Fall dans ce sujet signé Fatou Bintou Conté. Sujet tabou au Sénégal, la sexualité représentée désormais dans des gadgets et dans des dessins animés à la télévision. La question taboue dans notre société sénégalaise en général, la sexualité est mise en avant. Malheureusement, l'enfant imite et c'est même de traduire l'expérience. Oui, je crois que simplement ça permet à ces enfants de poser des questions, mais aussi d'exprimer ce qu'ils savent de la sexualité. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les enfants ne vivent pas la sexualité nécessairement comme les adultes. Non. Les enfants qui observent ces questions-là, ils vont chercher à les imiter. Et ces vidéos, images risquent d'impacter sur son développement psychologique à l'avenir. Forcément, impacter le développement, parce que c'est une expérience dans tous les cas, et notamment dans notre culture, où vraiment le sujet est tabou. En fait, parfois on a peur ou on a honte d'en parler, même adulte. Et je pense effectivement quand la question devient publique comme ça, parce qu'on fait passer par des jouets, par des bonbons. D'où l'implication des parents sur l'éducation sexuelle des enfants afin d'éviter des surprises fâcheuses. C'est aussi l'occasion pour les parents d'observer ou d'interagir avec leurs enfants sur cette question sur laquelle on les interpelle. Hein. Les parents ont un rôle à jouer dans l'éducation sexuelle de leurs enfants. Et ça, pour ça, il n'y a pas d'âge. De plus en plus, on remarque des images obscènes destinées aux enfants au Sénégal, d'où la vigilance des parents sur l'éducation sexuelle. Puis le Sénégal va exiger un test PCR négatif datant de moins de 5 jours pour tout passager donc embarquant pour un aéroport du Sénégal et ce sera à partir de ce mercredi. C'est pour mettre fin au cas importé, une annonce du ministre de la Santé et de l'Action sociale que vous avez suivi dans nos précédentes éditions.
À la suite de l'éboulement noté dans la corniche Est, nos reporters ont donné la parole à des géologues qui ont tenté de décrypter ce phénomène. Pour ces spécialistes, il s'agit de faits liés aux impacts naturels et à l'effet de l'homme. C'est un reportage signé Iwo Diouf et Youssou Baro. Marcher sur la terre ferme, malgré ce relief très accidenté, une petite promenade bien possible. Mais pour combien de temps? Sur la corniche Est, comme à Anse-Bernard, ici la plage disparaît et la côte de plus en plus fragilisée. C'est une combinaison des deux. Il y a la géologie d'abord, de la nature des roches qui sont ici présentes, avec la série sédimentaire qu'on voit, l'encaissement sédimentaire qu'on voit ici, avec la formation de l'hôpital ici, surplombé par les latérites. Si vous voyez en fait ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau de la corniche, on se rend compte qu'en fait il y a l'avancée de la mer. Et cette avancée de la mer provoque des éboulements et ça provoque également une instabilité de la corniche. Effet anthropique, érosion côtière ou changement climatique, en tout cas l'urgence se présente. Et des efforts restent à faire pour éviter une catastrophe naturelle. D'abord en fait on peut faire des murs de protection. Des murs de protection pour stabiliser la plage. On peut également faire ce qu'on appelle des épis qui permettent également de ralentir et de diminuer la puissance des vagues et la puissance des houles. Sur la plage, des installations de fortune en attendant des travaux d'envergure. Certains occupants sont conscients du danger. J'ai fait 14 ans sur ce site et parfois on voit des autorités qui viennent chercher des pierres sur les roches. Je sais que ce n'est pas intéressant et ça nuit gravement à la plage. On souhaiterait vraiment que ce site soit bien aménagé. Donc il s'agirait sur ces sites-là de ne pas les fermer et d'interdire l'accès, mais de les valoriser de sorte que les communautés riveraines puissent bénéficier des retombées. Il faut faire une cartographie globale, c'est-à-dire il ne faut pas faire des travaux de manière parcellaire, mais globale, c'est-à-dire regarder les zones et faire cette cartographie. Et le ministère des Mines et de la Géologie est dans cette dynamique-là. Après cet écoulement intervenu sur la corniche Est, le débat sur la fragilité de la côte sénégalaise s'installe à nouveau. Le ministère de la Géologie annonce des études approfondies et un programme à la hauteur du phénomène. Gestion des forages. Les mouvements de contestation se multiplient dans la commune de Boki-Diawé. Les populations de Doumgaouro-Tierno étaient dans la rue pour dénoncer la mise à l'écart des représentants d'une partie de la communauté. Ils accusent le chef de village et la sous-préfet de Ogo. Explication dans cette correspondance signée Ali Bandelnian. Composition des comités de gestion des forages au centre de nombreuses tensions dans la commune de Boki-Diawé dans le département de Matam. Au moment où l'autorité a fini par mettre en place un comité ad hoc pour départager les partisans du maire et ses opposants, les populations de Doumga étaient eux dans la rue. Une partie de la communauté dénonce une marginalisation dans le nouveau bureau approuvé par le sous-préfet. Aujourd'hui, depuis nos arrière-grands-pères et nos parents jusqu'à maintenant, on a constaté que à chaque fois qu'on doit décider, on prend parti d'une part du village et l'autre partie, on le laisse à rade, sans leur consulter. En l'occurrence, nous les Galunkobe, il faut que ça cesse. Nos tentatives de joindre le chef de village de Doumgaouro-Tierno, mis en cause dans cette affaire, sont restées en tout cas jusque-là toutes vaines. Et selon nos sources, le délégué de cette communauté aujourd'hui en colère aurait boudé tout simplement l'Assemblée générale présidée par le préfet. L'actualité internationale à présent avec l'élection présidentielle en Guinée et la CENI, Moudoufal, qui publie les premiers résultats provisoires partiels. Premier résultat provisoire partiel de 4 circonscriptions électorales de Guinée. Il s'agit des communes de Matam, Matoto, Kaloum et Bofa. Le président sortant Alpha Condé, donc à plus de 50% dans deux circonscriptions, à savoir Bofa et Matam, et moins de 50% à Matoto.
son opposant et challenger Alpha Cellou Dalein Diallo à 40,29% et 37,77 et à Boffa 29,43. Des résultats provisoires donc donnés par la CENI. L'Union africaine et la CEDEAO ont tenu hier un point de presse conjoint pour livrer leur appréciation sur le déroulement de l'élection présidentielle guinéenne. Les deux missions d'observation se disent satisfaites de l'organisation et appellent les candidats à la retenue. Si l'élément est prêt, nous le suivrons. Donc l'élément n'est pas en place. Au Nigeria, un couvre-feu décrété après des violents débordements en marge des manifestations contre les brutalités policières. Et pour la bonne gouvernance, les manifestants qui avaient choisi de braver le décret instituant le couvre-feu ont été brutalement dispersés. D'ailleurs, Amnesty International parle de plusieurs blessés enregistrés. Plus de détails avec Pafara Nying. La situation reste chaotique ce mardi soir dans plusieurs États du Nigeria. Les manifestants continuent notamment d'occuper plusieurs points névralgiques de la mégalopole de Lagos malgré l'annonce d'un couvre-feu promulgué en milieu de journée et effectif à partir de 16h pour une durée de 24 heures. Depuis lundi 19 octobre, ces rassemblements jusque-là pacifiques ont conduit à une impressionnante escalade de la violence. Des bandes de jeunes casseurs qualifiés de voyous ont détruit des véhicules, blessé voire tué des manifestants dans plusieurs villes du pays. Ils ont forcé les portes d'une prison de l'État d'Edo. Plusieurs commissariats ont également été attaqués et vandalisés à Lagos, Ibadan et Benin City. Des heures intercommunautaires ont également éclaté à Abuja, mais beaucoup de manifestants et d'observateurs affirment que ces jeunes sont payés par des autorités pour semer le trouble et justifier l'intervention des forces de sécurité. L'État d'Edo et d'Etiki ont également décrété un couvre-feu. Ce soir, l'inspecteur général de la police nigériane a annoncé un déploiement de la police anti-émeute sur tout le territoire national. L'armée, déjà présente dans les rues de la capitale Abuja depuis hier, doit également être déployé dans tout le pays. Officiellement, il s'agit d'un exercice annuel, mais cette présence est perçue comme une menace visant à étouffer le mouvement de protestation. Le gouvernement a annoncé une commission d'enquête dans l'État de Lagos et quelques autres États pour instruire les crimes de la brigade spéciale de la répression des vols. Mais les manifestants demandent aussi des compensations pour les victimes et une réforme en profondeur de la police. Et ils ont le sentiment que le gouvernement ne les ait pas entendus sur ces questions. Farah, merci. À Burundi, la Cour suprême a rendu son verdict lundi 19 octobre dans le procès des auteurs présumés d'assassinat et de complicité d'assassinat du premier président démocratiquement élu du pays, Melchior Ndadaye. En 1993, l'ancien président burundais Pierre Bouyaya, aujourd'hui représentant de l'Union africaine au Mali, ainsi que 18 autres hauts dignitaires civils et militaires de l'ancienne armée, alors dominée par la minorité Tutsi, ont été condamnés à la prison à perpétuité pour attentat contre le chef de l'État. En France, 6 des 16 personnes gardées à vue dans l'enquête dirigée par le parquet national antiterroriste PENA sur l'assassinat du professeur de collège Samuel Paty ont été relâchés hier selon l'AFP. Le PENA doit désormais décider d'une éventuelle présentation à un juge des personnes donc toujours en garde à vue. Les 6 personnes relâchées sont les parents de l'assaillant Abdullah Anzorov. Agent russe accusé donc de cyberattaque, le Kremlin réagit en dénonçant la russophobie des États-Unis après l'annonce par la justice américaine de l'inculpation de 6 agents russes pour des cyberattaques mondiales, dont le piratage du parti d'Emmanuel Macron avant les élections françaises de 2017. Et nous terminons, États-Unis, près de 30 millions d'Américains ont déjà déposé leur bulletin de vote pour l'élection présidentielle du 3 novembre, alors que les électeurs de Floride se sont amassés lundi devant les bureaux de vote au premier jour du vote anticipé dans cet État comme crucial pour l'issue du scrutin. C'est tout pour cette page internationale, cher Fatih Diagne. Voilà, merci à vous, Modou Fall, Fatih. C'était là la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup à vous, cher Tidiane Diaw et Modou Fall, pour cette première tasse actu. Tout de suite, retrouvons Mortala Gueye pour la revue des titres.